La pluie tambourinait contre les vitres de l'hôpital quand Claire poussa enfin les portes de sortie. 32 ans, les cheveux châtains toujours impeccablement tirés en chignon, elle portait encore son uniforme d'infirmière froissée par une garde de nuit particulièrement éprouvante. Monsieur Leroy, 83 ans, était décédé à l'aube. Une mort paisible, mais Claire avait ressenti cette lassitude familière qui l'accompagnait depuis quelque temps. Ses clés tintèrent dans la serrure de l'appartement de Vincennes, qu'elle partageait avec Thomas depuis 8 ans. L'odeur de café froid flottait dans l'entrée, mélangée à un parfum qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Un parfum trop sucré, presque écœurant. « Thomas » appela-t-elle en suspendant sa veste au porte-manteau. Des sanglots étouffés lui parvinrent du salon. Claire fronça les sourcils. Thomas ne pleurait jamais. Même à l'enterrement de son père, il était resté de marbre. Elle découvrit la scène dans l'embrasure de la porte. Sa belle-mère Monique, 68 ans, était effondrée sur le canapé beige qu'ils avaient acheté en solde chez Ikea. Ses cheveux gris habituellement parfaits étaient ébouriffés. Son maquillage avait coulé, laissant des traces noires sur ses joues ridées. Thomas, 35 ans, les cheveux bruns déjà clairsemés sur le dessus du crâne, était agenouillé à côté d'elle, lui tenant les mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, s'approchant instinctivement. Monique leva vers elle des yeux rougis, le regard brillant de larmes. Quelque chose dans cette expression troubla Claire, une lueur qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Oh Claire !» sanglota Monique. « Je suis dans de si gros ennuis. » « Si gros ennuis ?» Thomas se redressa, le visage grave. Il portait son costume gris, celui qu'il mettait pour les occasions importantes. Étrange, pour un samedi matin. « Maman a des problèmes financiers majeurs », annonça-t-il d'une voix neutre, presque administrative. « Des gens peu recommandables lui ont fait perdre beaucoup d'argent. Elle a besoin de notre aide. » Claire sentit ses jambes flageoler. Après 12 heures debout, elle avait besoin de s'asseoir. Mais quelque chose dans l'atmosphère la maintenait debout, en alerte. « Combien ?» demanda-t-elle simplement. Le silence se prolongea. Monique sanglotait de plus belle, ses épaules tressautant de façon théâtrale. 120 000 euros, lâcha Thomas. Le chiffre tomba comme une gifle. Claire cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? 120 000 euros. Je vais prélever sur nos économies. » Nos économies. Claire sentit une colère sourde monter en elle. Ses économies, plutôt. 8 années d'heures supplémentaires, de garde de nuit, de vacances annulées pour économiser chaque euro. 8 années à se priver pour construire leur avenir. « Thomas, c'est énorme. Il faut qu'on en parle, qu'on réfléchisse. » Il la coupa d'un geste sec de la main. « Il n'y a rien à réfléchir. La famille, c'est sacré, Claire. Maman m'a élevée seule après la mort de papa. Je ne vais pas la laisser tomber maintenant. » Cette phrase, prononcée avec une froideur qui la glaça, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Claire observa sa belle-mère. Les sanglots avaient cessé, et Monique l'observait par-dessous ses paupières gonflées. Un regard perçant, calculateur. Un regard qui jaugeait sa réaction. « Mais enfin, comment as-tu pu perdre une telle somme ?» demanda Claire. Monique se remit à pleurer de plus belle. « Ces hommes, ils m'ont promis des placements. Je leur faisais confiance. » balbutia-t-elle entre deux sanglots. Thomas se releva et se planta devant Claire, les bras croisés. Les détails n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on l'aide. Je fais le virement lundi matin. Pas de discussion, pas de consultation. Une décision prise dans son dos, sur son argent, pour sa belle-mère qu'elle n'avait jamais réellement appréciée. Claire resta silencieuse, mais quelque chose venait de se briser en elle. Quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Une sensation de trahison si profonde qu'elle en avait le souffle coupé. Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal tandis que Thomas ronflait paisiblement, Claire fixait le plafond. Une question la hantait. Comment sa belle-mère avait-elle su exactement où appuyer pour faire céder Thomas ? Et pourquoi ce regard étrange quand elle pensait que personne ne l'observait ? Dans l'obscurité, Claire ne savait pas encore qu'elle venait de vivre le premier acte d'une manipulation soigneusement orchestrée. Mais une chose était certaine. Jamais plus elle ne se laisserait faire sans comprendre. Lundi matin, 6h30. Claire se réveilla avant son réveil, l'esprit déjà en ébullition. Thomas dormait encore, un bras pendant hors du lit,
la bouche entr'ouverte. Elle l'observa quelques secondes, cherchant sur ce visage familier des traces de l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qui lui demandait autrefois son avis avant chaque décision importante. Elle se glissa silencieusement hors du lit et se dirigea vers le bureau. Leurs papiers administratifs étaient rangés dans un classeur métallique qu'elle n'avait jamais fouillé. Thomas s'occupait de tout. Factures, impôts, comptes bancaires. « Laisse-moi gérer ça. Tu travailles déjà assez », disait-il toujours. Aujourd'hui, cette confiance aveugle lui semblait naïve. Le tiroir du haut contenait leurs relevés bancaires des 2 dernières années. Claire les étala sur la table de la cuisine. Une tasse de café fumant à portée de main. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués, mais peu à peu, un schéma émergea. Juillet 2023. Virement de 5 000 € vers le compte de Monique. Motif: aide frais médicaux. Novembre 2023. Nouveau virement de 8 000 €. Motif: réparations urgentes. Mars 2024. 12 000 €. Motif: voiture en panne. Au total, 40 000 €. Jamais remboursé. Claire sentit son estomac se nouer. Comment avait-elle pu être si aveugle? Elle qui vérifiait scrupuleusement chaque dépense pour leurs vacances ou leurs sorties. Son téléphone vibra. Un SMS de Thomas. Parti tôt au bureau, virement fait, bisous, fini. Leurs économies venaient de fondre d'un seul clic. Claire rappela la banque, prétextant vouloir vérifier un virement. L'employé confirma 120 000 € transférés ce matin même sur le compte de Madame Monique Rousseau. Rousseau, pas de la croix, comme Thomas. Monique avait conservé son nom de jeune fille, chose qu'elle avait toujours trouvée étrange pour une femme de sa génération. Une idée germa dans son esprit. Claire ouvrit son ordinateur portable et tapa « Monique Rousseau escroquerie » dans Google. Rien. Puis « Monique Rousseau casino ». Toujours rien. Elle essaya « Conseiller financier escroquerie senior région parisienne ». Une avalanche d'articles apparut. L'arnaque était classique. De faux conseillers ciblaient les personnes âgées, promettant des rendements miraculeux avant de disparaître avec l'argent. Mais quelque chose clochait. Si Monique avait vraiment été victime d'une escroquerie, elle aurait déposé plainte. Claire appela discrètement le commissariat de Créteil, où vivait sa belle-mère. Aucune plainte au nom de Rousseau ces 6 derniers mois, lui confirma l'agent d'accueil. Le puzzle commençait à prendre forme. Claire sortit à nouveau les relevés et les examina sous un nouvel angle. Les virements vers Monique correspondaient étrangement aux périodes où Thomas rentrait tard, prétextant beaucoup de travail. Les périodes où il était irritable, distant. À 14h, n'y tenant plus, Claire téléphona au bureau de Thomas. Sa collègue Camille décrocha. « Ah bonjour Claire. Non, Thomas n'est pas là. Il a pris sa journée. Il avait des démarches familiales urgentes. » Des démarches familiales. Le jour même du virement. Claire raccrocha, les mains tremblantes. Thomas lui avait menti. Il n'était pas au bureau. Il était certainement avec sa mère, gérant les conséquences de cette arnaque qui n'en était peut-être pas une. Le soir venu, Thomas rentra vers 20h, l'air fatigué mais soulagé. « Comment ça s'est passé avec ta mère ?» demanda Claire innocemment. « Bien, bien. Elle va mieux maintenant que c'est réglé. On pourra enfin tourner la page. » Il s'installa devant la télévision comme si de rien n'était. Claire l'observa depuis la cuisine. Cette étrange sensation de ne plus reconnaître l'homme qu'elle avait épousé. Cette nuit-là, allongée dans le noir, elle prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle allait découvrir la vérité. Toute la vérité. Car une certitude s'imposait désormais à elle. Les larmes de Monique n'étaient qu'un spectacle. Et Thomas était complice de quelque chose de bien plus grave qu'une simple escroquerie. Mercredi matin, Claire poussa les portes de la Banque Populaire avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Elle portait son plus beau tailleur noir, celui qu'elle réservait aux entretiens d'embauche. L'image de la femme respectable qu'elle voulait projeter. « Je souhaite ouvrir un compte individuel », déclara-t-elle à l'employé aux cheveux courts qui l'accueillit. Fini le compte joint, où Thomas pouvait puiser à sa guise. Désormais, ses salaires iraient sur ce nouveau compte. Elle donna l'adresse de l'hôpital comme domicile de correspondance. Thomas ne verrait jamais les relevés. De retour chez elle, Claire s'installa à la table de la cuisine avec un carnet neuf et un stylo. En haut de la première page, elle écrivit « Journal des faits, mars 2024. Chaque conversation suspecte,
Chaque incohérence, chaque détail bizarre serait désormais consigné avec date et heure précise. Son téléphone sonna. Monique. Ma chère Claire, comment allez-vous? J'espère que Thomas ne vous a pas trop inquiété avec mes petits soucis. Petits soucis. 120 000 €. Ça va, Monique. Comment vous sentez-vous? Oh, beaucoup mieux. Grâce à vous et Thomas, je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Ces hommes étaient ainsi convaincants, vous savez. Ils m'ont montré des graphiques, des projections. J'aurais dû me méfier. Claire griffonna rapidement. 11h15. Monique parle de graphiques et projections. Version différente de samedi. Parlait d'hommes peu recommandables sans détail. Qu'est-ce qu'il vous proposait exactement? Un silence. Trop long. Oh, des placements. Des choses compliquées que je ne comprends pas vraiment. L'important, c'est que c'est fini maintenant. Après avoir raccroché, Claire relut ses notes. La version changeait à chaque fois. Samedi, c'était des gens peu recommandables. Aujourd'hui, des conseillers avec des graphiques professionnels. Le lendemain, elle eut une conversation éclairante avec Sylvie, sa collègue de nuit. Elle préparait les perfusions dans la salle de soins quand le sujet des arnaques aux seniors surgit. « Ma grand-mère s'est fait avoir l'année dernière », raconta Sylvie. 5 000 € pour de soi-disant travaux urgents. Tu sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Elle racontait 3 versions différentes selon à qui elle parlait. Claire leva la tête de son plateau. 3 versions? Oui. À moi, c'était des travaux de toiture. À mon frère, des problèmes de chaudière. À ma cousine, des fuites dans la salle de bain. Les menteurs ne se souviennent jamais de leurs mensonges. Cette phrase résonna dans l'esprit de Claire comme une révélation. Le vendredi, elle eut l'occasion de mettre cette théorie à l'épreuve. Thomas dînait chez un collègue et Claire appela Monique, prétextant vouloir prendre de ses nouvelles. Comment ça s'est passé avec ses conseillers financiers? Ils vous avaient contacté comment? Oh, ils ont sonné à ma porte. Très polis, très bien habillés. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient pour une grande société de gestion. Claire nota. Démarchage à domicile. Société de gestion. Le lendemain, elle croisa par hasard Bernard, le voisin de Monique, au marché de Vincennes. Un homme charmant qui lui donnait toujours des nouvelles quand elle l'avait au téléphone. « Votre belle-mère va mieux? Je l'ai vue très agitée ces dernières semaines. »« Oui, elle a eu des problèmes avec un placement financier. »« Ah bon? Elle m'a dit qu'elle avait des ennuis avec son assurance maladie. Elle attendait un remboursement important qui n'arrivait pas. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Version numéro 4. Elle vous a dit ça quand? Il y a 1 semaine, au bureau de poste. Elle semblait vraiment inquiète. Ce soir-là, Claire s'assit devant ses notes étalées sur la table. 4 versions différentes pour la même histoire. Aucune plainte déposée. Des virements précédents jamais mentionnés. Thomas qui mentait sur ses journées. Le puzzle prenait forme et l'image qui émergeait la glaçait. Sa belle-mère n'était pas une victime naïve. C'était une manipulatrice experte qui adaptait son mensonge à chaque interlocuteur. Mais le plus terrible, c'était la complicité évidente de Thomas. Son propre mari la considérait-il vraiment comme un distributeur automatique? Claire ferma son carnet et prit une décision. Elle ne resterait plus passive. Il était temps de passer à l'offensive. Lundi matin, Claire ouvrit sa boîte aux lettres avec appréhension. Depuis qu'elle avait changé d'adresse de correspondance pour ses comptes, elle redoutait qu'une lettre importante arrive encore à leur domicile. Ce qu'elle découvrit dépassa ses pires craintes. Une lettre du Crédit Mutuel, adressée à son nom. À l'intérieur, un rappel de paiement pour un crédit à la consommation de 25 000 €, contracté 18 mois plus tôt, en retard de paiement depuis 6 mois. Claire s'effondra sur les marches de l'immeuble, la lettre tremblant dans ses mains. Elle n'avait jamais contracté ce crédit. Jamais. Puis, la mémoire lui revint par fragments. Automne 2022. Monique qui avait besoin d'aide pour quelques travaux dans la cuisine. Thomas qui lui avait demandé de signer, juste une petite formalité pour lui rendre service. Elle avait signé sans lire, confiante. Avaliste. Elle était avaliste d'un prêt qu'elle n'avait jamais voulu. Claire fonça à la banque, la lettre serrée dans son poing. L'employé lui confirma l'évidence. Elle était légalement responsable de cette dette. Monique n'avait jamais remboursé un centime. Votre belle-mère avait besoin d'une caution pour obtenir ce prêt, expliqua le conseiller. Votre signature l'engageait pleinement. De retour à l'appartement,
Claire fouilla méthodiquement dans tous les papiers. Elle finit par retrouver, au fond d'une chemise, le contrat original. Sa signature, innocente et confiante, au bas d'un document qu'elle n'avait pas lu. Thomas avait signé comme témoin. Il savait. Il avait toujours su. Cette révélation la bouleversa plus que les 120 000 €. Thomas l'avait piégée en connaissance de cause, 18 mois plus tôt. La manipulation ne datait pas d'hier. Le soir même, elle affronta son mari. « Tu étais au courant pour le crédit mutuel ?» Thomas leva à peine les yeux de son journal. « Quel crédit ? Celui dont je suis avaliste. 25 000 € que ta mère n'a jamais remboursé. » Il soupira, agacé. « Ah, ça. Écoute Claire, maman traversait une période difficile. Tu sais bien qu'elle n'est pas très douée avec l'argent. » « Pas très douée ? Elle me doit 25 000 € plus les intérêts. Et toi, tu savais ? Tu as signé comme témoin ? Ne dramatise pas, c'est de la famille. » Cette phrase, encore. Ce bouclier magique derrière lequel Thomas se réfugiait pour justifier l'injustifiable. Les jours suivants, Claire remarqua un changement dans l'attitude de Monique. Lors de leur conversation téléphonique, sa belle-mère glissait de petites piques apparemment innocentes. « Vous avez l'air fatiguée ces derniers temps, ma chère Claire. Le travail de nuit, ce n'est peut-être plus de votre âge ? Thomas me dit que vous êtes devenue très soupçonneuse. Ce n'est pas bon, cette méfiance. J'espère que vous ne vous montez pas la tête avec des idées bizarres. Parfois, quand on est trop stressé, on voit des problèmes partout. » Claire consigna chaque remarque dans son carnet. La stratégie était claire. Monique tentait de la faire passer pour instable, paranoïaque. Une préparation psychologique au cas où elle découvrirait autre chose. Le vendredi soir, elle trouva ses clés dans le réfrigérateur. Le samedi, son portefeuille avait disparu de son sac pour réapparaître sur la table de la cuisine. Le dimanche, elle ne retrouva plus ses lunettes de lecture, habituellement posées sur sa table de chevet. « Tu deviens vraiment distraite », commenta Thomas avec un sourire en coin. Ces petits incidents la troublaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Était-elle vraiment en train de perdre la tête, comme le suggérait subtilement sa belle-mère ? Le mardi soir, elle eut la réponse à cette question. Rentrée plus tôt de l'hôpital à cause d'une annulation de garde, elle découvrit Monique dans leur appartement, fouillant dans le secrétaire du salon. « Que faites-vous ici ?» Monique sursauta, puis reprit contenance avec un aplomb déconcertant. « Oh, Claire ! Thomas m'avait dit que je pouvais venir récupérer quelques papiers. Je cherchais mes lunettes. Je crois que je les ai oubliées la dernière fois. » Mensonge. Monique portait ses lunettes sur le nez. Ce soir-là, Claire comprit qu'elle n'était pas paranoïaque. Elle était victime d'une manipulation systématique, orchestrée par sa belle-mère et couverte par son mari. Une manipulation qui allait bien au-delà de l'argent. Il s'attaquait à sa santé mentale. La semaine suivante, Thomas changea du tout au tout. L'homme attentionné qu'elle avait épousé disparut définitivement, remplacé par un étranger froid et cassant. « Tu deviens complètement parano, Claire. Maman s'inquiète pour toi. » Il prononça ces mots en préparant son café du matin, sans même la regarder, comme si elle était devenue transparente dans son propre foyer. Claire sortit discrètement son téléphone et photographia la facture d'électricité que Thomas avait laissée sur le comptoir. Elle documentait désormais tout. Chaque dépense, chaque conversation étrange, chaque changement d'attitude. Son carnet secret s'épaississait jour après jour. Le mercredi, Monique s'installa chez eux, temporairement. Elle arriva avec 2 valises et un sourire victorieux qui glaça le sang de Claire. « Mon propriétaire fait des travaux dans l'immeuble. Ça va durer au moins 1 mois. » Claire appela discrètement le syndic de l'immeuble de Monique. Aucun travaux programmés. Mensonge numéro... Elle avait arrêté de compter. La cohabitation tourna rapidement au cauchemar. Monique s'appropriait l'appartement avec une aisance déconcertante. Elle réorganisait la cuisine, critiquait la décoration, monopolisait la télévision. Pire encore, elle semblait prendre un plaisir pervers à humilier Claire devant Thomas. « Claire, ma chérie, vous avez encore oublié de fermer le gaz. À votre âge, ces petites négligences peuvent être dangereuses. » Claire n'avait pas cuisiné depuis 3 jours. « Thomas, ta femme a laissé traîner ses affaires dans le salon. Il faudrait peut-être lui rappeler les règles de base du savoir-vivre. » Ces remarques venimeuses, toujours dites avec un sourire maternel, empoisonnaient l'atmosphère. Thomas acquiesçait, approuvait, prenait systématiquement le parti de sa mère. Un soir,
Claire découvrit Thomas au téléphone dans leur chambre, parlant à voix basse. Elle saisit quelques bribes de conversation avant qu'il ne raccroche précipitamment. Elle devient vraiment difficile. Oui, maman a raison. Il faut qu'elle comprenne. Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal, tandis que Thomas lui tournait ostensiblement le dos, Claire sentit la solitude l'envahir. Elle était devenue une étrangère dans sa propre vie. Le vendredi matin, elle découvrit par hasard la vérité sur Thomas. Sylvie, sa collègue, lui montra une photo sur son téléphone. « Regarde, j'étais au restaurant hier soir avec mon copain. On a vu ton mari à une table en tête-à-tête avec une rousse. Très intime, si tu vois ce que je veux dire. » Claire reconnut immédiatement Camille, la collègue de Thomas. Sur la photo, ils se tenaient la main par-dessus la table, les yeux dans les yeux. L'image de l'amour parfait. « Depuis quand ça dure ?» demanda Claire d'une voix blanche. « Je ne sais pas. » Mais ils avaient l'air très à l'aise ensemble. Cette révélation acheva de faire s'effondrer les dernières illusions de Claire. Thomas n'était pas seulement complice de sa mère. Il la trompait, probablement depuis longtemps, tout en vidant leur compte. Le soir même, elle fouilla dans le téléphone de Thomas pendant qu'il prenait sa douche. Les messages avec Camille remontaient à plus d'1 an, mais ce qu'elle découvrit dans les échanges avec sa mère la pétrifia. Maman. Elle commence à poser trop de questions. Thomas. Ne t'inquiète pas, Camille est au courant de tout. On va pouvoir divorcer proprement une fois que Claire aura craqué. Maman. Il faut accélérer. J'ai trouvé ces nouveaux relevés bancaires. Elle cache de l'argent. Thomas. Parfait. Continue comme ça. Claire photographia rapidement les messages avant de remettre le téléphone à sa place. Ses mains tremblaient, si fort, qu'elle dut s'y reprendre à plusieurs fois. Tout était planifié. Sa ruine financière, sa déstabilisation psychologique, son isolement. Thomas et Monique organisaient méthodiquement sa chute pour pouvoir divorcer à leurs conditions, en la faisant passer pour une femme instable. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant le plafond, digérant l'ampleur de la trahison. Son mari et sa belle-mère la détruisaient systématiquement, jour après jour, avec la patience de prédateurs expérimentés. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé leur proie. Car Claire n'était plus la femme Neve qui avait signé cet aval 18 mois plus tôt. Elle était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne se laisserait plus jamais faire. Samedi matin, 9h30. Claire refusa catégoriquement de signer les nouveaux papiers que Thomas lui tendait par-dessus la table du petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est ? Un prêt pour aider maman à s'installer correctement. Juste 15 000 €. Claire repoussa les documents d'un geste ferme. Non, plus jamais. Le visage de Thomas se durcit instantanément. Monique, assise en face d'eux, cessa de beurrer ses tartines pour observer la scène avec un intérêt évident. Comment ça, non ? Exactement ce que j'ai dit. Non, je ne signerai plus rien. Thomas se leva si brutalement que sa chaise racla le carrelage. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle ne l'avait jamais vu dans cet état. Tu vas signer ces papiers, Claire. Ma mère a besoin de cet argent. Ta mère peut se débrouiller toute seule. J'en ai assez de financer ces mensonges. La gifle claqua si fort que Monique sursauta. Claire porta la main à sa joue, abasourdie. Thomas l'avait frappée. Pour la première fois en 8 ans, son mari venait de lever la main sur elle. « Excuse-toi immédiatement !» cria-t-il, le visage rouge de colère. Claire recula instinctivement, mais quelque chose en elle refusa de céder. « Non, c'est toi qui vas t'excuser. » La seconde gifle fut plus violente que la première. Cette fois, Claire tituba et se rattrapa au rebord de la table. Dans le silence qui suivit, elle entendit distinctement Monique ricaner. « Mon pauvre Thomas, tu es tellement stressé à cause de cette situation ?» Cette phrase hypocrite, prononcée d'une voix faussement compatissante, acheva de révolter Claire. Elle attrapa son sac et sortit de l'appartement sans un mot. Dans la rue, elle croisa Madame Martin, leur voisine de palier, qui promenait son petit chien. « Mon Dieu, Claire, que vous est-il arrivé ?» Claire toucha machinalement sa joue encore rouge et gonflée. « Je suis tombée dans l'escalier. » Madame Martin fronça les sourcils mais n'insista pas. Claire se dirigea vers le commissariat du 12e arrondissement, déterminée à porter plainte. L'agent d'accueil, un homme d'une 40aine d'années aux cheveux grisonnants, l'écouta avec attention. Claire déclina son identité, raconta les gifles,
mentionna les témoins. « Avez-vous des preuves de ces violences, madame ?» Claire sortit son téléphone et montra les photos qu'elle avait prises dans le miroir de sa voiture. Sa joue tuméfiée, l'œil légèrement poché. « Il y a aussi ma voisine qui m'a vue juste après, et ma belle-mère était présente. » Le dépôt de plainte prit 1 heure. Claire rentra chez elle vers 14 heures, déterminée à récupérer quelques affaires. L'appartement était silencieux. Thomas et Monique avaient disparu. Sur la table de la cuisine, une note de la main de Thomas. « Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu es en train de détruire notre famille. » Notre famille. Claire froissa le papier et le jeta à la poubelle. Les jours suivants, la violence s'intensifia. Thomas ne frappait plus, conscient que Claire porterait plainte. Mais il avait trouvé d'autres moyens. Coup d'épaule, accidentel dans le couloir, objet lancé qui glissait de ses mains, porte claquée si fort que les cadres tremblaient sur les murs. Madame Martin et Monsieur Lefebvre, leurs voisins du dessous, entendaient tout. Les cris, les disputes, les bruits de chute. Claire le savait car Madame Martin l'avait arrêtée dans l'escalier. « Ma petite Claire, si vous avez besoin d'aide. » Claire documentait chaque incident. Photos de ses bleus sur les bras, témoignages écrits des voisins, relevés des appels aux forces de l'ordre. Son dossier s'étoffait jour après jour. Le mardi soir, Thomas franchit une nouvelle ligne rouge. Il rentra vers 22 heures, visiblement alcoolisé, et découvrit Claire au téléphone avec Julien, l'avocat qu'elle avait rencontré à l'hôpital. « Tu raccroches immédiatement ?» Claire termina calmement sa conversation et raccrocha. Thomas lui arracha le téléphone des mains si violemment qu'elle se retrouva projetée contre le mur. Sa tête heurta la cloison avec un bruit sourd. « Ne me touche plus jamais !» dit-elle d'une voix tremblante de rage. Thomas la plaqua contre le mur, son visage à quelques centimètres du sien. Elle sentit son haleine chargée d'alcool. « Tu fermes ta gueule et tu obéis. C'est compris ?» Au même moment, quelqu'un frappa énergiquement à la porte. Monsieur Lefebvre. « Tout va bien là-haut ?» On entend du bruit. Thomas lâcha Claire et alla ouvrir, retrouvant instantanément son masque de mari modèle. « Excusez-nous, ma femme a fait tomber une étagère. Tout va bien. » Mais Monsieur Lefebvre aperçut Claire dans le couloir, les cheveux défaits, tenant son poignet douloureux. Leurs regards se croisèrent. Il comprit. « Madame Delacroix, si vous voulez descendre boire un café ?» Claire secoua la tête, mais cette proposition la rassura. Elle n'était plus seule. Les voisins savaient. Le lendemain matin, elle retourna au commissariat avec des photos des nouveaux bleus et le témoignage écrit de Monsieur Lefebvre. L'officier de police lui remit une convocation pour Thomas et lui expliqua la procédure d'ordonnance de protection. « Avec ces éléments, madame, vous devriez l'obtenir rapidement. » Claire sortit du commissariat avec un sentiment qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. L'espoir. Thomas et Monique avaient cru pouvoir la détruire en toute impunité. Ils allèrent découvrir que leur victime avait des griffes. Mercredi matin, Claire poussa les portes du cabinet de maître Julien Moreau avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. L'avocat, la quarantaine élégante, l'accueillit dans son bureau au mur tapissé de codes juridiques. « J'ai étudié votre dossier, Claire. C'est du solide. » Et sur sa table s'étalaient les preuves accumulées pendant des semaines. Photos des SMS entre Thomas et Monique, relevés bancaires annotés, témoignages des voisins, certificats médicaux constatant les violences. Un arsenal juridique impressionnant. « Votre belle-mère risque gros, » continua Julien. « Escroquerie, abus de confiance et maintenant complicité de violence conjugale. Quant à votre mari, il marqua une pause, feuilletant les documents. Avec ces éléments, le divorce aux torts exclusifs ne fait aucun doute. Vous récupérerez tous vos biens plus des dommages-intérêts conséquents. » Claire sentit un frisson de satisfaction parcourir sa colonne vertébrale. Après des mois d'humiliation, l'heure de la justice avait enfin sonné. « J'ai aussi une surprise pour vous, » ajouta Julien, en sortant une chemise bleue. « J'ai retrouvé trace d'une certaine Sylviane Moreau, l'ex-épouse du frère de Thomas. » Claire fronça les sourcils. « Je ne la connais pas. » « Normal, la famille n'en parle jamais. Elle a vécu exactement la même chose que vous avec Monique, il y a 6 ans. Chantage émotionnel, manipulation financière, pression psychologique. Elle a préféré fuir en Belgique plutôt que de se battre. » Julien tendit une lettre à Claire. Elle a accepté de témoigner. Voici sa déposition. Claire parcourut le document, abasourdie.
Les mêmes méthodes, les mêmes phrases, les mêmes stratégies. Monique était une récidiviste, une prédatrice qui s'attaquait systématiquement aux femmes de la famille. Il y a eu d'autres victimes? J'enquête encore. Mais c'est probable. Votre belle-mère a perfectionné sa technique au fil des années. L'après-midi même, la machine judiciaire se mit en branle. L'ordonnance de protection fut signifiée à Thomas par huissier sur son lieu de travail. L'humiliation publique était totale. Ses collègues, son patron, tout le monde apprit qu'il était accusé de violence conjugale. Claire reçut un appel de Camille vers 18h. La voix de la maîtresse de Thomas tremblait de rage. « Vous êtes complètement folle. Thomas m'avait dit que vous étiez équilibrée. » « Équilibrée ? Il ne vous a pas dit qu'il était marié pendant 1 an ?» Un silence glacial accueillit cette révélation. Camille raccrocha sans un mot. Le soir même, Thomas tenta une dernière manœuvre désespérée. Il sonna chez Madame Martin, espérant la convaincre de témoigner en sa faveur. « Monsieur Delacroix, je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, mais j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » La voisine lui ferma la porte au nez. Le lendemain, c'est un Thomas défait qui téléphona à Claire. « Tu ne peux pas me faire ça. Camille m'a quittée quand elle a appris que j'étais encore mariée. Mon patron me convoque lundi. Tu es en train de détruire ma vie, comme tu as détruit la mienne. Claire, s'il te plaît, on peut s'expliquer et trouver un arrangement. L'arrangement, tu l'auras devant le juge. » Elle raccrocha, savourant ce renversement de situation. Thomas, l'homme qui la méprisait, la suppliait maintenant. Le vendredi matin apporta une nouvelle victoire. L'employeur de Thomas, une entreprise publique très soucieuse de son image, l'avait suspendu de ses fonctions en attendant l'issue de la procédure judiciaire, sans salaire. Monique, elle, découvrit l'ampleur des ennuis judiciaires qui l'attendaient quand l'huissier se présenta à son domicile avec la citation à comparaître. Escroquerie et abus de confiance. Jusqu'à 5 ans de prison ferme. Elle appela Claire dans tous ses états. « Ma petite Claire, il y a sûrement un malentendu. Nous sommes de la même famille. Plus maintenant, Monique. La famille, ça se mérite. Mais enfin, vous ne pouvez pas nous faire ça. Thomas est mon fils unique. Vous auriez dû y penser avant de me voler 145 000 €. Claire raccrocha, un sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit paisiblement. Le week-end, elle reçut une lettre bouleversante de Sylviane, l'ex-belle-fille belge. « Chère Claire, merci d'avoir eu le courage que je n'ai pas eu. Grâce à vous, cette femme ne pourra plus détruire d'autres vies. Votre combat nous libère toutes. » Claire replia la lettre, émue. Sa bataille personnelle était devenue un combat pour toutes les femmes que Monique avait brisées ou aurait pu briser. Lundi matin, elle se présenta au tribunal avec Julien pour la première audience. Thomas et Monique, accompagnés de leur avocat commis d'office, avaient perdu leur superbe. Ils découvraient que leur victime était devenue leur pire cauchemar. 3 mois plus tard, la salle d'audience du tribunal judiciaire de Créteil était bondée. Claire, vêtue de son tailleur noir le plus strict, s'installa au premier rang aux côtés de Julien. En face, Thomas et Monique semblaient avoir vieilli de 10 ans. Lui, amaigri, portait un costume froissé. Elle, les cheveux ternes, avait perdu son arrogance habituelle. Le président Lavigne, magistrat respecté d'une 60aine d'années, ouvrit les débats d'une voix ferme. Nous examinons aujourd'hui les faits reprochés à Madame Monique Rousseau et Monsieur Thomas Delacroix. Claire observait ses anciens bourreaux avec un détachement qu'elle ne se connaissait pas. Ces gens qui l'avaient terrorisée pendant des mois lui paraissaient maintenant pitoyables. Julien présenta méthodiquement le dossier. Les SMS compromettants entre Thomas et sa mère furent lus à haute voix, provoquant des murmures dans l'assistance. La stratégie d'isolement psychologique, les manipulations financières, les violences, tout fut exposé avec une précision clinique. « Monsieur le Président, ma cliente a subi un harcèlement moral et financier systématique, orchestré par ces 2 personnes dans le but de s'approprier ses économies. » Maître Rousseau, l'avocat de la défense commis d'office, tenta une plaidoirie désespérée. « Mes clients reconnaissent des erreurs de jugement, mais il n'y a jamais eu d'intention malveillante. Il s'agit d'un malentendu familial qui a mal tourné. » Le président l'interrompit sèchement. « Un malentendu de 145 000 €, accompagné de violences conjugales ? Vous plaisantez, maître. » Le témoignage de Sylviane, l'ex-belle-fille belge, fut accablant.
Elle avait fait le déplacement depuis Bruxelles pour raconter sa propre histoire. Les mêmes méthodes, les mêmes phases, la même destruction programmée. Madame Rousseau m'avait dit exactement la même chose. La famille, c'est sacré. Jusqu'à ce que je comprenne qu'elle détruisait les familles pour son profit personnel. Monique s'effondra en larmes. Pas les larmes calculées de jadis, mais des sanglots de défaite. Thomas fixait ses chaussures, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Le président rendit son verdict après 2 heures de délibéré. Madame Rousseau, vous êtes reconnue coupable d'escroquerie et d'abus de confiance. Je vous condamne à 18 mois de prison avec sursis et au versement de 80 000 € de dommages-intérêts à Madame Delacroix. Monique vacilla. Son avocat la retint par le bras. Monsieur Delacroix, vous êtes reconnu coupable de complicité d'escroquerie et de violence conjugale. Je vous condamne à rembourser la totalité des sommes détournées, soit 120 000 € plus 30 000 € de dommages-intérêts. Thomas s'effondra sur sa chaise. 150 000 €. Il était ruiné. De plus, continua le magistrat, je prononce la vente judiciaire de votre bien immobilier commun pour garantir l'exécution de ces condamnations. Claire ferma les yeux. La maison de Vincennes, leur foyer pendant 8 ans, allait être vendue aux enchères. Elle n'en voulait plus de toute façon. Trop de mauvais souvenirs. À la sortie du tribunal, Thomas tenta une dernière approche. « Claire, attends. » Elle se retourna. Son ex-mari avait le regard d'un homme brisé. Plus rien du manipulateur arrogant qu'elle avait connu. « J'espère que tu es contente. Tu as détruit nos vies. Vous avez détruit la vôtre. Moi, j'ai juste rétabli la vérité. » Elle s'éloigna sans se retourner. Julien la rattrapa sur les marches du tribunal. « Comment vous sentez-vous » Claire réfléchit quelques secondes. Comment se sentait-elle ? Soulagée, certainement. Vengée aussi. Mais surtout, libre. Je me sens légère. Et 6 mois plus tard, les conséquences du jugement avaient bouleversé la vie de chacun. Thomas, licencié de son entreprise publique pour manquement à la probité, enchaînait les petits boulots pour rembourser ses dettes. Il vivait dans un studio HLM de la banlieue sud. Monique avait dû vendre son appartement de Créteil pour payer les dommages-intérêts. Trop âgée pour travailler, elle avait intégré un EHPAD public où elle végétait, coupée de sa famille qui lui en voulait d'avoir souillé leur réputation. Camille, l'ancienne maîtresse de Thomas, avait épousé son patron et coulé des jours heureux loin de cette histoire sordide. Claire, elle, avait récupéré la totalité de son argent plus 110 000 € de dommages-intérêts. La vente de la maison avait rapporté 280 000 €, dont elle avait touché la moitié après remboursement des crédits. Assise dans son nouveau bureau, elle contemplait les plans de son futur cabinet d'infirmière libérale. Une nouvelle vie commençait, construite sur les ruines de l'ancienne. Une vie où elle ne dépendrait plus de personne d'autre qu'elle-même. 18 mois plus tard, Claire poussa la porte vitrée de son cabinet médical flambant neuf. Cabinet Claire Moreau, infirmière libérale, brillait en lettres dorées sur la façade de cette ancienne pharmacie qu'elle avait transformée avec goût. Moreau. Elle avait repris son nom de jeune fille et épousé Julien 6 mois auparavant, dans une cérémonie simple et joyeuse. Les murs blancs immaculés, les plantes vertes qui égayaient l'espace, l'odeur de peinture fraîche, tout respirait le nouveau départ. Claire caressa son ventre légèrement arrondi. Dans 4 mois, leur premier enfant naîtrait. Une petite fille qu'ils avaient décidé d'appeler Espérance. Son téléphone vibra. Un message de Sylviane depuis Bruxelles. « Ma chère Claire, j'ai enfin trouvé le courage de rentrer en France. Ton exemple m'a redonné confiance. Merci encore. » Claire sourit. Sa victoire avait libéré d'autres femmes, créé une onde de courage qui se propageait bien au-delà de sa propre histoire. La sonnette de l'entrée retentit. Sa première patiente de la journée, Madame Dubois, 65 ans, victime de violences conjugales qui avait enfin trouvé la force de quitter son mari. « Bonjour Claire. Je ne sais pas par où commencer. Par le commencement. Vous avez tout votre temps. » Pendant l'heure qui suivit, Claire prodigua ses soins tout en écoutant cette femme raconter 40 ans d'humiliation. Elle reconnaissait dans ce récit sa propre histoire, ses propres peurs, sa propre résurrection. « Vous savez, Madame Dubois, il y a 2 ans, j'étais exactement comme vous. Brisée, manipulée, persuadée que je ne valais rien.
Elle lui montra discrètement sa photo de mariage avec Julien, posée sur son bureau. « Aujourd'hui, je dirige mon entreprise, j'attends un enfant et je construis ma vie comme je l'entends. Vous aussi, vous pouvez renaître. » Les yeux de sa patiente s'emplirent de larmes, mais pour la première fois, c'étaient des larmes d'espoir. L'après-midi, Claire accueillit son groupe de parole hebdomadaire. 8 femmes de tous âges, toutes victimes de violences économiques ou psychologiques. Ce cercle thérapeutique était devenu le projet le plus cher à son cœur. « Qui veut commencer aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'installant dans le cercle de chaises. Marina, jeune maman de 28 ans, leva timidement la main. « J'ai enfin ouvert mon compte en banque personnelle. Mon mari ne sait pas encore. » Les applaudissements fusèrent. Claire se souvenait de sa propre première visite à la Banque Populaire. Le premier pas vers la liberté était toujours le plus difficile. En fin de journée, Claire fermait son cabinet quand elle aperçut une silhouette familière devant la vitrine. Thomas. Amaigri, vieilli, les cheveux grisonnants, il n'était plus que l'ombre de l'homme arrogant qu'elle avait connu. Elle sortit, sereine. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas ? » ?»« Te voir, te parler. Essayer de comprendre comment on en est arrivé là. » Claire observa cet homme qui avait failli la détruire. Elle ne ressentait plus ni colère ni rancœur, juste de l'indifférence. « Il n'y a rien à comprendre. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. Claire, j'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, ma dignité. Ma propre mère ne me parle plus depuis qu'elle est en EHPAD. Et moi, qu'est-ce que j'avais perdu à cause de vous ? Mes économies, ma confiance, ma santé mentale. La différence, c'est que moi, j'ai rebondi. » Thomas baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Tu pourrais peut-être m'aider ? Juste un petit prêt pour que je puisse... » Claire éclata de rire. Un rire cristallin, libérateur. « Tu n'as vraiment rien compris, n'est-ce pas ? Ce temps-là est révolu, Thomas. Définitivement. » Elle se dirigea vers sa voiture, une petite Citroën neuve qu'elle avait achetée content. Thomas la suivit du regard, désemparé. « Au revoir, Thomas. J'espère que tu trouveras ton chemin, mais sans moi. » Elle démarra et s'éloigna sans se retourner. Ce soir-là, dans le salon cosy de leur appartement de Vincennes, un autre quartier, une autre vie, Claire et Julien dînaient tranquillement. Sur la table, les plans d'agrandissement du cabinet. Elle envisageait d'embaucher une collègue pour développer l'activité. « Tu as des nouvelles de Thomas ?» demanda Julien. « Il est passé au cabinet aujourd'hui. Il voulait de l'argent. » Julien fronça les sourcils, inquiet. « Ça va ?» Claire posa sa main sur son ventre rond et sourit. « Plus que jamais. Tu sais ce que j'ai compris ? La vengeance la plus parfaite, ce n'est pas de détruire ses ennemis, c'est de construire une vie si belle qu'ils deviennent insignifiants. » Julien lui prit la main et l'embrassa tendrement. « Madame Moreau, vous êtes une femme extraordinaire. Madame Moreau, » répéta-t-elle en savourant ces mots. « Oui, j'aime bien ce nom. » Par la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient dans la nuit. Claire observait cette ville qu'il avait vue renaître, cette vie qu'elle avait reconstruite pierre par pierre. Demain, d'autres femmes frapperaient à sa porte, cherchant l'espoir qu'elle avait trouvé, et elle serait là pour les accueillir.